300 millions d'euros pour l'Olympique de Marseille. Est-ce le vrai prix? Ça vaudrait pas un entre-deux, ça, Philippe? Ah tiens, voilà un sujet qui excite les supporters autant que le prix d'un transfert. Débat garanti donc. « 300 millions d'euros, c'est quand même 6 fois plus que le rachat initial en 2016, en août 2016, par Franck McCourt. Il faut se rappeler qu'en 2016, le club perdait déjà 47 millions d'euros. Et donc, 4 ans après autant de déficit chaque année, même pire pour la saison précédente qui a enregistré 90 millions d'euros de déficit, eh bien l'Olympique de Marseille vaudrait 6 fois plus, 300 millions d'euros. Il y a quand même quelque chose d'assez surprenant. Alors, que représenteraient ces 300 millions d'euros? Ça représenterait donc 50 millions d'euros pour l'investissement, le rachat, plus les comblements de passifs, plus l'investissement que Franck McCourt a mis dans le sportif. En gros, ces 300 millions d'euros seraient non pas la valeur du club, mais la valeur de l'investissement de ce que Franck McCourt a dépensé. Donc c'est un calcul un peu étonnant, puisque si on prend un parallèle, je dirais, votre maison, vous achetez votre maison à un instant T, et puis vous faites des travaux dedans, mais les travaux vont plaire ou pas plaire à la personne qui va racheter. Et c'est pas parce que vous avez fait 100 000, 200 000, 500 000 euros de travaux que forcément la maison va prendre autant en valeur. Eh bien, c'est ce que on pourrait croire dans ce calcul de 300 millions d'euros, mais ça repose la question réellement de l'évaluation et des méthodes d'évaluation des clubs de football. Ah voilà un vaste débat. Quelle est la valeur, quel est le prix d'un club? Prenons les questions qu'on se pose sur l'OM. Le prix de l'OM aurait-il explosé, multiplié par 6 ou 7 à force de déficit considérable et d'un actif joueur extrêmement âgé? Aurait-il pris de la valeur en faisant une finale d'Europa League et une seule qualification en Ligue des Champions? Pour montrer à quel point la valeur d'un club est subjective, il suffit de prendre les exemples passés, récents, les chiffres d'achat réels de clubs. Donc Bordeaux serait donc bien plus cher que l'OM, et qui lui-même serait plus cher que le PSG. Finalement, alors vous pouvez toujours dire qu'on ne peut pas comparer à cause des dates différentes d'achat, moi j'ajouterais qu'on ne peut pas comparer du tout. Et puis le prix de vente publique, c'est quoi ? Si vous mettez une garantie de passif, des engagements sur les conflits sociaux, entraîneurs virés, etc., voire sur des transferts, etc., s'il y a des clauses ici ou là, vous pouvez très bien acheter un club 300 millions, et puis dans la poche de l'acheteur, du vendeur, pardon, il n'y a plus que 100 ou 200. Donc pour résumer, le prix d'un club, c'est quoi ? C'est d'abord le prix qu'un acheteur veut bien mettre. S'il est disposé à mettre ce prix, ça peut devenir le prix d'achat. C'est aussi le prix qu'un vendeur fixe. McCourt peut très bien dire j'ai mis autour de 300 millions, donc je fixe le prix autour de 300 millions, et si je veux un bénéfice, je veux même augmenter ce prix, quelle que soit la valeur réelle du club. Il paraît que les Girondins, les Américains propriétaires de Bordeaux, veulent vendre le club 3 fois leur prix d'achat. Est-ce que c'est la valeur du club? À l'évidence, non. Mais s'il y a un acheteur qui est prêt à acheter la marque Bordeaux, qui veut investir des centaines de millions dans le club, finalement, est-ce que la valeur de l'achat sera un élément déterminant dans sa conquête de Bordeaux? Pas forcément. Et du coup, le prix d'un club, la valeur d'un club, peut être bien, bien différente de sa valeur réelle. Alors Philippe, c'est pas tout à fait exact, il y a des méthodes d'évaluation et on peut appliquer les méthodes classiques d'évaluation d'une société. La première, on pourrait parler des comparables boursiers. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup moins de clubs en bourse, cotés en bourse, et donc trouver un comparable à Marseille n'est pas nécessairement facile, ou trouver un comparable pour n'importe quel autre club. Et donc ça, c'est la limite de cet exercice-là. Il y a une autre méthode qui s'appelle l'actif net réévalué. C'est-à-dire on regarde l'actif d'un club, l'actif d'une société, et on regarde si elle est à la bonne valeur. Par exemple, ma voiture qui est totalement amortie dans les comptes de ma société ne vaut pas 0, elle vaut comptablement 0, mais peut-être qu'elle a une valeur marchande encore. Le problème à ce niveau-là, pour les clubs de football français, c'est qu'il y a très peu d'actifs, à part le sportif.
Et le sportif, la valeur, elle monte, elle descend. Il suffit qu'un joueur se blesse, par exemple, ou il suffit qu'un joueur se fâche avec son management et qu'il n'ait plus envie de jouer. Et là, on voit bien toute la problématique qu'il peut y avoir autour, je sais pas moi, un joueur aujourd'hui comme Griezmann. Est-ce que sa valeur est encore en rapport avec ce que le club a acheté, le FC Barcelone, l'année dernière? Probablement pas. Et une dernière méthode qui est celle du coefficient, un coefficient multiplicateur du chiffre d'affaires en général, et que l'on pourrait appliquer à l'Olympique de Marseille. Mais appliquer un coefficient sur le chiffre d'affaires de l'Olympique de Marseille, il faut intégrer aussi cette notion de résultat de l'exercice. C'est-à-dire quand un club comme l'Olympique de Marseille a un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros, comme en 2018-2019, mais que sur cet exercice-là, le club enregistre 90 millions d'euros de déficit, ça pose un problème. Donc, il y a ces méthodes-là, on peut les utiliser, il faut certainement les adapter. C'est un exercice sur lequel on a pu travailler et on travaille encore. Alors oui, Vincent, on peut fixer le prix d'un club en fonction de ce qu'on y a investi. Et je pense qu'il y a un club de Ligue 2 qui ne se vend pas depuis des années, sans doute en partie pour ça, parce que le propriétaire, très attaché à son club, y a investi beaucoup et a beaucoup de mal sans doute à admettre qu'il puisse toucher une somme inférieure à tout ce qu'il a investi dans ce club. A l'inverse, Margarita Laudreyfus a vendu le club à McCourt à un prix bien inférieur aux investissements de Robert Louis Dreyfus, son mari, sans doute pour faciliter la vente. Quant à l'avis de McCourt là-dessus, je me méfierais beaucoup parce que comme les dirigeants de Bordeaux, je pense qu'ils sont très inspirés par la famille Glazer qui a investi 800 ou 900 millions d'euros dans Manchester United, mais qui aujourd'hui ont un club qui en vaut 3 ou 4 milliards. C'est le prix de sortie qui est un élément déterminant pour les Américains. C'est là qu'ils pensent faire de l'argent. Sinon, pour le reste, il y a plein de raisonnements différents. Et il y en a peut-être un qu'on oublie un peu souvent, c'est l'identité de l'acheteur qui peut changer bien des choses. La S Nancy-Lorraine doit être vendue à Manchester City depuis des mois. Ça va sûrement pas se faire. Et sans doute en partie parce que l'identité de l'acheteur, Manchester City, City Group, a fait un peu gonfler le prix et qu'à un moment, l'acheteur peut dire non. A l'inverse, Colony Capital vend aux Qataris, qui ont de l'argent, c'est le moins qu'on puisse dire, à un prix très bas. Pourquoi ? D'abord, sans doute que Colony Capital a besoin de se débarrasser de ce foyer de perte, mais surtout, ils ont besoin, pour des raisons d'image, ils ont besoin d'un acheteur d'une certaine qualité et qui offre des garanties pour le futur du club, et du coup, quitte à vendre moins cher. Et puis, il y a un dernier élément qui finalement intervient aussi dans le prix d'un club, c'est qu'en fait, on peut être propriétaire à 60, à 80, même à 100%. On n'est jamais propriétaire vraiment d'un club. C'est ça qui différencie un club de foot d'une entreprise classique. On n'en est jamais vraiment propriétaire parce qu'il y a la ville, il y a l'environnement, il y a le public, il y a les supporters, il y a tout un environnement régional et autres qui fait que vous n'êtes jamais vraiment propriétaire. Je pense que Kita l'a beaucoup senti du côté de Nantes, que les dirigeants de Bordeaux à l'heure actuelle le sentent, et que c'est un élément qui peut changer le prix, y compris d'ailleurs dans une décision de partir un petit peu à la va-vite. C'est aussi un élément constitutif du prix. Alors, quelles sont les pistes de réflexion ? D'abord, si on mettait en place une forme d'argus des clubs, c'est-à-dire une valorisation régulière et indépendante des clubs eux-mêmes pour connaître régulièrement un prix, une notion. On a bien l'étude régulièrement de Forbes qui sort une évaluation régulière des clubs. On a vu cette année que le PSG était évalué à plus d'1 milliard. Ça éviterait d'avoir des chiffres un peu plus ou moins farfelus et avoir un point de référence. C'est pas parce que cet indicateur donnerait telle valeur à tel club qu'il y aurait forcément une transaction à ce prix-là. Elle peut être au-dessus, elle peut être en dessous, en fonction de l'acheteur et du vendeur, mais ça donnerait une indication. L'autre point, et bien évidemment, on a évoqué le sujet, le problème du football français, c'est son patrimoine, ses actifs. Alors, trop souvent, l'actif des clubs français se résume au portefeuille joueur.
Les collectivités aujourd'hui ne sont plus nécessairement en capacité de financer des stades. Elles font bien souvent des partenariats publics-privés qui représentent l'avantage, qui présentent l'avantage pour les collectivités de ne pas avoir à débourser énormément d'argent. Sauf que l'inconvénient, c'est que ça fait supporter au club un loyer important qui va impacter sa compétitivité. Et donc on rentre dans un cercle vicieux. Peut-être que pour des stades déjà investis depuis de longues dates au niveau de la collectivité, il y aurait peut-être une piste à creuser dans un transfert de propriété qui permettrait au club de développer son patrimoine, chose que d'autres clubs ont fait chez nos voisins depuis plus d'un siècle. Et évidemment aujourd'hui, ça deviendrait un investissement très lourd, très coûteux, et ça doit se faire au cas par cas bien évidemment. Mais c'est une piste à creuser. Alors, puisqu'on débat tant de cette valeur des clubs, parfois avec un peu de susceptibilité, puisqu'on souffre autant à évaluer en fait proprement nos clubs, faute d'actifs clairs tout simplement, eh bien il y a peut-être un motif d'espoir dans une réforme de la LFP voulue notamment par les grands clubs. Alors, c'est loin de faire l'unanimité, et bien évidemment, vous connaissez le contexte français, mais en tout cas, il y a un débat autour d'une LFP qui deviendrait une société dont les actionnaires seraient les clubs. C'est le modèle anglais, la Première Ligue, les 20 actionnaires de la Première Ligue sont les 20 clubs de Première Ligue. En France, ce serait le même modèle, ou ce pourrait être un autre modèle où les 42 ou 43 clubs professionnels seraient les actionnaires. En tout cas, l'effet de cette réforme, encore une fois loin d'être passée, mais elle a de nouveaux adeptes tout de même, eh bien, serait d'avoir un actif au bilan des clubs. L'appartenance à la LFP, ou plutôt la nouvelle PLF, Première Ligue française, si on l'appelait de manière un petit peu anglophone, eh bien, constituerait un actif. L'appartenance à cette PLF constituerait un actif pour les clubs, ce qui aide les clubs à établir une valeur, ce qui les aide à rentrer en bourse, ce qui les aide à faire un certain nombre d'opérations qu'aujourd'hui ils ont sans doute beaucoup de mal à faire en France. Ce serait en tout cas un élément constitutif d'un prix, d'une valeur réelle des clubs, même si ça ne fera pas tout. Bien évidemment, je vous rassure, il y aura toujours des débats.